Bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiants à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Dans le dernier épisode de cette saison, Karine rencontre Benjamin et Ndaye Dianaba pour discuter d'autosuffisance alimentaire et de migration hors des frontières. Chapitre 1. S'exiler, se nourrir, se mouvoir. Avant le doctorat, évidemment, je suis titulaire d'une maîtrise en droit des affaires au Sénégal. J'avais commencé en DEA, en sciences politiques. Après cela, j'ai fait des études aussi en Italie. J'ai fait un cours de perfectionnement en fait sur l'immigration. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'immigration parce que j'étais privatiste au début. Étant immigrante aussi, de la famille, des parents, etc., ça m'a vraiment poussé vers le choix de cette thématique-là. Après mon cours de perfectionnement, j'ai travaillé aussi en Italie, à Milan. J'ai fait un Master 2 en France, à l'Université de Nantes, sur un Master de droit international des droits de la personne, toujours. Puis j'ai fait un mémoire de Master 2 qui porte sur toujours l'immigration irrégulière, mais spécifiquement sur le respect des droits fondamentaux des migrants dans les centres de rétention. Je travaille à développer une technologie qui s'appelle l'aquaponie. Plus spécifiquement, peut-être, entre autres, on s'attarde aussi aux problèmes de santé chez les Autochtones du Nord du Canada, qui vivent des gros problèmes de santé liés à leur alimentation. Puis sinon aussi, dans des camps de réfugiés, avoir des systèmes de production alimentaire dans des endroits relativement isolés où l'eau est rare. Justement, on réutilise 99% de l'eau. On la réutilise. Les seules pertes d'eau qu'on a, c'est via ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Dans le fond, c'est le processus qu'une plante absorbe de l'eau pour faire monter des minéraux, son métabolisme. Puis ensuite, il y a une partie qui est extraite dans l'air. Donc, l'aquaponie, c'est la jonction de deux mots, la jonction de aquaculture. Donc, tout ce qui est élevage d'organismes aquatiques. Ça peut être autant des crustacés, des crevettes. Évidemment, il y a beaucoup de poissons en aquaculture. C'est principalement des poissons, mais il y a aussi des moules, des algues, des choses comme ça. L'aquaponie, c'est la jonction de l'aquaculture et de l'hydroponie. Donc, ça, c'est la culture de plantes hors sol. Donc, toutes les techniques de culture, soit au niveau ornemental des fleurs ou dans le cas qui nous intéresse ici, au niveau de la production maraîchère. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, dans des systèmes hors sol. Fait que, dans le fond, l'aquaponie est née justement de la jonction de ces deux technologies-là qui, dans le fond, génèrent une symbiose entre les deux parce que les deux vont accorder, autant les poissons vont bénéficier de la présence des plantes que des plantes vont bénéficier de la présence des poissons. Mon travail principal, j'en ai plusieurs, comme tu as plusieurs chapeaux, j'en ai plusieurs. Donc, premièrement, je suis la directrice générale de ma compagnie qui est fondée depuis 2005, qui s'appelle Danse Cas par Cas. J'ai une formation de base de danseuse classique, contemporaine. Ça, c'est dans mes plus jeunes années. Après ça, j'ai dansé pour d'autres compagnies. J'étais très motrice, j'aimais beaucoup les sports, j'aimais vraiment un engagement physique, là, c'était vraiment, j'en avais besoin, là, j'avais beaucoup d'énergie. Mais j'aimais pas dans les sports l'aspect compétitif. La routine aussi, l'organisation du sport en général, c'était pas quelque chose qui me convenait. J'aimais beaucoup les arts aussi à côté. Puis à un moment donné, j'ai rencontré la danse. J'ai vraiment rencontré la danse par hasard. C'était des petits cours parascolaires là, au secondaire. J'avais jamais, j'ai pas le parcours de la petite fille qui commence la danse classique et qui répète ça, au contraire. Chapitre 2. Pointe d'humanité et source de vie. Il y a 2 ans, notre laboratoire, on a démontré que les déchets des poissons, donc les excréments des poissons, contenaient un micro-organisme, un microbe ou un champignon microscopique qui va induire une protection chez les plantes. Quand on donnait nos effluents aquacoles, nos déchets de poissons à ces plantes-là, ils développaient une résistance contre le pathogène. On mettait pythium, la pourriture, on en injectait. Puis étant donné que le micro-organisme contenu dans les effluents aquacoles avait colonisé le système racinaire, le pathogène, donc la maladie, n'arrivait pas à entrer. Il n'arrivait pas à coloniser finalement le système racinaire. On ne sait pas c'est quelle bactérie ou quel champignon. Fait que là, moi, c'est ça ma job, c'est avec des outils métagénomiques, donc avec des analyses d'ARN, d'ADN, etc. On va essayer d'identifier c'est
quel est l'acteur. Est-ce que c'est telle bactérie ou tel champignon? OK. Puis lorsqu'on va avoir découvert ça, on va pouvoir essayer de l'isoler, puis d'en faire un produit qu'on va pouvoir vendre, en fait, utiliser comme agent de lutte biologique. Parce qu'un système aquaponique, c'est pas un système, c'est un écosystème. C'est vraiment, on gère un écosystème. Fait qu'il faut toujours, quand on fait un traitement pour un poisson, il faut être conscient que ça va avoir un impact sur les plantes, mais aussi sur les bactéries dans le biofiltre, comme je parlais tantôt, qui sont le moteur, dans le fond, de l'aquaponie. Sans les bactéries, cette symbiose-là ne s'opérerait tout simplement pas. La lutte contre l'immigration irrégulière de l'Union européenne a des incidences sur les droits fondamentaux des migrants au-delà des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire dans les pays d'origine ou de transit des migrants. Donc, mon objectif vise à démontrer ça. Une fois que c'est démontré, d'aller au-delà, c'est-à-dire de faire changer les politiques. La politique actuelle est basée sur un paradigme sécuritaire. Donc, évidemment, on a vu avec les attentats de 2001, donc de plus en plus, les migrants sont assimilés aux terroristes et qui fait que de plus en plus de mesures répressives sont prises à l'encontre de ces migrants-là. Alors que si on se base en tout cas sur les textes, cette personne viole des règles administratives d'entrée et de séjour. Donc, la sanction serait évidemment à leur retour. On pourrait envoyer cette personne-là si autorisé. Les États ont ce pouvoir-là de renvoyer les personnes qui sont présentes de façon irrégulière dans leur pays. Mais il faut, en faisant ça, respecter leurs droits fondamentaux. On peut lutter contre l'immigration irrégulière tout en respectant les droits fondamentaux. On aspire on doit aller vers ça. Sauf qu'on voit dans cette externalisation là, de l'Union européenne, avec la participation de Frontex, qui est une agence mise en place en 2004 afin de surveiller les frontières extérieures des migrants, qui est devenu en fait un groupement de gardes côtiers, frontaliers, etc. Maintenant, l'Union européenne utilise l'aide au développement pour lutter contre l'immigration irrégulière. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait le danseur travailler, dans le sens qu'il travaille toujours très fort d'ailleurs, mais le danseur dans sa formation est tellement habile à toujours camoufler, maîtriser, camoufler les erreurs. Moi, la faille et l'erreur m'intéressent. J'aime la montrer, j'aime la mettre en scène. Et donc, comment faire pour que le danseur, on puisse voir, OK, ça, c'était pas prévu, puis comment il fait pour gérer ça. En ce moment, je suis beaucoup dans ça, là, le travail qui va permettre un rapport de proximité avec le public, des œuvres immersives. Ça, c'est des choses qui m'intéressent en ce moment. Une nouvelle façon d'approcher la danse aussi, autant pour le public, de se permettre de regarder la danse de plus près, au-dessus, en dessous. Si on regarde la danse couchée, qu'est-ce que ça fait? Tout ça, donc, toutes ces questions-là m'intéressent. En gros, c'est de défaire les codes du spectacle. Le spectateur, lui donner la permission de vivre son spectacle comme il en a envie. Puis quand on parle de danse, c'est très délicat parce que c'est difficile de parler de la danse, c'est difficile de la décrire tant que tu n'as pas l'expérience de... Puis c'est malheureusement aussi, même par la vidéo, c'est pas quelque chose qui transmet. On a une image, mais l'expérience de le vivre, d'être près du danseur, on est dans une relation humaine, puis c'est ce travail-là qui m'intéresse aussi, puis de le protéger, puis de le garder, cette portion humaine-là dans la danse, autant de l'expérience avec le spectateur que aussi entre danseurs. Chapitre 3. Détention, rétention, conversion. Pour mon master, ça portait sur deux centres de rétention, comme on appelle. C'était le CRA de Paris, le Centre de rétention administrative de Paris, qui est à Paris, et le CIE, Centre d'identification et d'expulsion, qui se trouve à Milan, en Italie. Okay. Donc, j'ai fait du droit comparé. J'ai publié ça l'année dernière, il y a 2 ans, avec Harmattan, comme un ouvrage. Quand tu dis un centre de rétention, c'est comme un centre d'accueil des nouveaux immigrants, puis ils vont faire un classement de ceux qui peuvent rentrer ou pas? Ou c'est un centre de détention, en fait. OK. Des immigrants illégaux, finalement. Alors, c'est des centres de détention qui sont mis en place afin de pouvoir éloigner l'individu qui est présent de façon irrégulière dans le pays. Dans le processus là, du renvoi du migrant, la personne est en quelque sorte retenue le temps que le pays lui cherche des documents, organise son voyage, etc.
OK. Donc, on appelle ça des centres de rétention administrative. Parce que OK. ce n'est pas une sanction pénale, en quelque sorte. Ah, C'est ouais. une décision administrative qui est prise à l'encontre de la personne qui déjà Un fait mini- l'objet d'une mesure d'éloignement. OK. C'est-à-dire, si vous êtes présent de façon irrégulière dans un État membre de l'Union européenne, Mais quand tu dis irrégulière, c'est qu'il n'a pas rempli les bons papiers ou... c'est qu'il n'a pas de document qui OK. lui permet d'entrer ou de séjourner. OK. Tu as constaté que je ne parle pas d'immigration clandestine, parce que moi, ce terme-là, c'est plutôt criminogène. OK. Alors que ces personnes-là ont juste violé des règles administratives d'entrée et de séjour du pays d'accueil. OK. Donc, ils sont en statut, leur statut est irrégulier. Les droits fondamentaux des migrants peuvent être violés lors de l'exécution de l'éloignement, c'est-à-dire dans l'avion, parce qu'on a eu des décès lors de l'éloignement pour des atteintes à leur propre dignité, des traitements inhumains, des grandeurs, des gens ont porté plainte contre les forces de l'ordre, les forces qui organisent, comment on appelle ça, l'escorte, là, qui organisent le renvoi, en quelque sorte. Il y a eu des cas de décès qui ont été Parce que ça se fait pas dans brutalement, OK. parce que les États ont la possibilité d'utiliser des mesures coercitives. C'est-à-dire, si l'individu est réticent, qui ne veut pas rentrer chez lui, là, l'État, en quelque sorte, a une marge de manœuvre qui lui permet de pouvoir prendre la personne, puis de la menotter. On utilisait aussi des coussins afin de les empêcher de crier, parce que quand ils crient, vous savez que dans l'avion, c'est le commandant de bord qui est le capitaine là, qui accepte si la personne va voyager, oui ou non. Donc, si le migrant qui est en face d'être envoyé crie beaucoup, ben, on le fait descendre parce que les autres vont se plaindre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, ils criaient pour empêcher de retourner. de C'était retourner. une stratégie. C'est une stratégie. La technologie de l'aquaponie a été développée dans les années 70 de façon très artisanale. On va OK. dire ça ainsi. C'était des marginaux un peu hippies, on va dire, là, qui Ah, voulaient faire voulaient ça, faire, OK. qui voulaient augmenter leur autonomie alimentaire. Finalement, c'est vraiment venu d'un désir d'autosuffisance Individuel. avant d'être un outil de valorisation de déchets. À la base, c'était vraiment pour de l'autosuffisance. Là, maintenant, moi, je travaille pour cette technologie-là pour développer l'aquaculture qui, je pense, qui est la forme d'élevage animal qui devrait être priorisée dans le futur. Ouais. Parce que, bon, l'impact environnemental est Énorme. énormément moindre qu'un élevage de bœuf ou de poulet, par exemple. Le taux de conversion alimentaire des poissons est extrêmement faible par rapport au bœuf. Là, juste pour introduire, c'est quoi le taux de conversion? C'est que, mettons, pour produire 1 kg de bœuf, il faut donner 7 kg de nourriture à ton bœuf. OK. Mais Alors dans, que pour le dans le cas poisson, de certains poissons, on donne 1,1 kg de nourriture, puis il va produire 1 kg de chair. Il y a peu de pertes. Puis en plus, tu peux faire ça dans des systèmes fermés. On récolte tous les déchets. Puis là, on est en train de démontrer avec l'aquaponie qu'on peut valoriser ces déchets-là. mais oui. Ce qui est, ma foi, super, Mais c'est super, super pertinent. Pour moi, l'aquaponie, c'est l'agriculture de l'avenir. Là. Tu peux quand même amener toutes tes notions du théâtre dans la danse, si tu veux. C'est ça, la danse, c'est quand même un champ libre parce que je trouve que c'est un espace où on peut amener beaucoup de choses dans la danse. On peut amener la vidéo, on peut amener le cinéma, on peut amener les arts visuels. Puis ça, je trouve ça intéressant. C'est là que, pour moi, la danse, il y a un avancement. Là, tu sais, je déborde de ma discipline, mais c'est aussi actuel dans toutes les disciplines en ce moment. Là. C'est où on a envie, je pense, de tous se rencontrer. Chapitre 4. Quelques écueils. Au Québec, la législation, les lois nous empêchent de produire des poissons qui ne sont pas présents sur le bassin versant de l'endroit où tu veux, du site. Ah ouais? Ouais. Pour pas... L'encadrement est très strict. Ah oui, beaucoup plus strict que juste nos voisins ontariens. Par exemple, le tilapia, je ne sais pas si c'est un poisson que vous connaissez. Après la carpe, c'est le poisson le plus produit au monde. Ouais. Puis nous, au Québec, on n'a pas le droit d'en produire. C'est un poisson qui, tu fais un filet en dedans de 3 mois. L'élevage est super facile. Ça mange n'importe quoi. Ça tombe jamais malade. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme le poulet de l'industrie aquacole. Puis c'est surtout le ministère de la Faune, en fait, qui limite ça parce qu'ils ont peur des gens qui iraient mettre des tilapias dans les cours d'eau puis qui iraient nuire à l'écosystème local. Par contre, quand on sait qu'un tilapia en bas de 20 degrés, ça meurt, au Québec, on est en mesure de s'interroger sur est-ce que c'est une vraie menace ou pas. T'sais. Comme je disais, nos voisins ontariens, eux, ils peuvent faire presque tout ce que moi j'aimerais faire, que j'ai pas le droit de faire ici. Du barramundi, du tilapia, de la crevette géante d'eau douce. C'est le droit d'immigrer qui n'existe pas.
OK. Toi, tu as le droit de partir, mais tu n'as aucun droit d'entrer. OK. C'est ça Il manque une petite brique. Il là, manque me une semble. brique, mais ça manque toujours une brique là, parce que non, mais ça manque toujours une brique en droit international. Le droit d'immigrer n'existe pas. N'existe pas. La réglementation, l'entrée et le séjour, c'est toujours le principe de la souveraineté qui sous-tend ça. C'est l'État qui décide qui peut entrer, qui peut séjourner dans son pays, qui détermine ses besoins en matière d'immigration. Donc, mais le problème qui se pose, ce n'est pas le droit de rentrer, c'est même le droit de partir qui est remis en question. Quand je parle de droit de quitter, c'est-à-dire que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc, des personnes qui veulent quitter et qui n'ont pas les documents requis. De l'autre côté, c'est-à-dire du pays de destination, on les empêche de partir. Donc c'est une restriction à un droit fondamental. Eux, c'est quelque chose de très rigoureux qui demande la référence, des vérifications. Moi, je suis dans quelque chose qui est vraiment plus sensitif, mais qui est aussi rigoureux, parce que pour en arriver là, c'est comment y arriver. C'est beaucoup de travail d'organisation aussi, des frontières. C'est quelque chose qui me questionne, autant sur un plateau, là, quand je travaille, de définir les frontières ou pas, les arrivées, les départs, c'est les transits. Tout ça, c'est des questions très importante dans la vie en général, comme société, mais aussi ça avait beaucoup de résonance avec mon travail en studio. Puis le côté humain qui est à ne pas négliger dans toutes les recherches, qui est quand même toutes des choses qui ont des connexions directes avec notre mieux-être, en fait, à être mieux, à mieux s'alimenter, si je pense à notre ami en aquaponie. C'est vraiment au niveau d'une amélioration de l'humain. Chapitre 5. Détourner les usages. Les motifs qu'on applique actuellement, qui se trouvent dans la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, le protocole de 1967 évoluent. Je peux donner juste un exemple. Un Sénégalais qui quitte le Sénégal pour des raisons économiques. Okay? Mais lors de son parcours, il passe entre des passeurs qui peuvent le maltraiter. Il peut subir du traitement, du mauvais traitement. Il peut subir de la torture, d'autant plus qu'il y a un dernier rapport qui vient de sortir. Au niveau de la Libye, on pratique de l'esclavage encore. Des migrants qui sont stagnés là-bas. Donc, on les vend dans les marchés libyens. Comprenez un peu. On a le respect de la dignité humaine, droit à la vie, contre la torture, au travail forcé, esclavage, liberté d'expression, on a tous les droits. Fait que c'est pas un problème de droit, c'est un problème d'humain. Non, oui, quand on parle d'un problème humain, c'est l'humain qui n'applique pas les droits. Ouais. C'est des droits, comme j'ai dit, depuis 1948, avec la Déclaration universelle des droits de la personne, ensuite les 2 pactes internationaux qui ensemble constituent la Charte internationale. Okay. On a un corps, mais ça évolue tellement parce qu'on a des conventions spécifiques pour les travailleurs migrants et les membres de la famille, on a pour les droits des enfants, les femmes, etc. On a toutes là. On a certains professeurs, certains auteurs, je dirais François Crépeau, Olivier Delas, etc., considère d'ailleurs que les travailleurs migrants ou les migrants ont suffisamment de droits, ont des droits en tout cas, comme à l'instar de tout le monde. Le problème, ce n'est plus ça. Là. Du point de vue juridique, on est protégé. Le problème qui se pose, c'est l'application par les États. On nourrit les poissons. Les déchets des poissons se retrouvent dans l'eau. Puis ça, en aquaculture, c'est quand même une problématique. Normalement, c'est envoyé dans l'environnement. Donc, ça augmente l'empreinte environnementale de la production de nourriture de poissons. Donc, dans le système aquaponique, ces déchets-là sont transférés vers un biofiltre, ou un bioréacteur. Ou en tout cas, c'est une unité où il y a des micro-organismes, des bactéries, des champignons qui vont, dans le fond, se retrouver à rendre disponibles ces déchets-là. C'est des déchets sous forme solide qui ne sont pas assimilables par les plantes. Fait que, des bactéries vont comme les fragmenter, les reminéraliser, qu'on appelle, donc les rendre dissous dans l'eau. Puis c'est ça. Fait que là, les déchets sont transférés vers les plantes. Fait que là, les plantes se trouvent à assimiler ces déchets-là, qui sont toxiques pour les poissons, il faut le dire. Si on n'avait pas les plantes, l'eau, on ne pourrait pas faire une recirculation à 100 presque 100 parce qu'à un moment donné, ça deviendrait trop toxique, la concentration de certains déchets. Fait qu'avec la présence de plantes, finalement,
on se retrouve à Se filtrer l'eau, rééquilibrer, OK. puis on peut réutiliser la même eau. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une technologie parfaitement adaptée pour des endroits où que les ressources sont Ouais. très limitées, comme bon, dans le nord du Canada ou encore dans les camps de réfugiés ou encore dans l'espace, tu sais, éventuellement. Chapitre 6. Réalité du terrain. La première partie, je vais traiter de l'internationalisation de la gestion migratoire en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Quand on parle d'externalisation, c'est quoi? Une politique qui a été adoptée dans un cadre régional bien précis a des répercussions sur un autre et sur les droits des citoyens d'autres pays. Et dans la deuxième partie, je parle des conséquences de cette coopération-là. C'est-à-dire quels sont les droits fondamentaux qui sont évidemment remis en question avec cette externalisation des frontières. Une fois que ça sera démontré, parce qu'on parle beaucoup d'externalisation, il y a beaucoup de littérature là-dessus, même si ce terme n'est pas encore défini, c'est le seul outil qui me permet de pouvoir démontrer le lien existant entre l'Union européenne et les migrants dans leur pays d'origine ou de transit. Mon quotidien, au jour le jour, ben, c'est de la gestion finalement de systèmes de production aquaponique. Spécifiquement pour mon doctorat, ben, il y a des analyses in vitro qu'on fait en laboratoire. On utilise des plats pétris, on utilise des effluents aquacoles, on essaie des concentrations différentes pour voir. Donc, il y a beaucoup de manipulations en laboratoire en plat de pétri. C'est aussi la gestion aquacole des poissons, parce que faut s'occuper des poissons, les nourrir, voir s'ils sont en bonne santé, etc. Moi, j'en suis rendu là, en fait, d'essayer d'apprendre finalement comment utiliser les outils métagénomiques et la bioinformatique pour justement découvrir quelle est l'espèce là, qui influence là, positivement les plantes. On fait des tests in vitro en premier. Ensuite, on va faire des tests in situ. Donc, on a une serre dans laquelle j'ai construit 16 systèmes aquaponiques indépendants. Ils sont vraiment tous indépendants. Oui, ici à l'université. Un commentaire que j'avais reçu une fois et que j'avais vraiment trouvé ça pertinent, c'est une spectatrice qui était venue me voir qui m'avait dit, parce qu'on avait présenté ça dans un appartement, le projet, puis c'était vraiment très intime. Puis elle m'avait dit, j'ai vraiment adoré mon expérience parce que pour la première fois, je pouvais être vraiment en proximité avec le danseur, mais je n'avais pas à me préoccuper comme dans une salle normale des autres spectateurs qui me regardent, comment je réagis à... Parce que là, c'est sûr, automatiquement, tu t'imposes aux spectateurs de devenir un acteur, un danseur dans le projet. Puis là, elle me dit, là, j'ai enfin pu vraiment profiter de mon moment. Puis j'avais pas la pression du regard des autres spectateurs sur moi. Chapitre 7. Assouvir la faim. On a commencé à faire de l'élevage de larves de mouches pour tout réutiliser les déchets, la biomasse organique. Puis là, on arrive à produire des protéines animales de très bonne qualité. Avec ça. Puis on peut nourrir nos poissons avec. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, on se retrouve à boucler le plus possible la boucle parce que, quand on fait des récoltes de laitue, par exemple, en aquaponie, le système racinaire, il faut le jeter. Donc, c'est comme un déchet. Ouais. Puis nous, notre objectif, c'est zéro déchet, le moins d'input possible. Fait que, on peut prendre le système racinaire qui, nous ne sert à rien, on ne le consomme pas. Ouais. On donne ça à manger aux larves de mouches, puis pouf, on produit de la nourriture pour nos poissons qui vont nourrir nos autres plantes. Fait que, oui, c'est un circuit fermé. C'est ça. On essaie vraiment... C'est sûr, il y a des intrants aussi, là, ça, on ne pourra pas vraiment s'en sortir. Oui. Au niveau de l'électricité, par exemple, des pompes, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de régler bien des problèmes en développant cette technologie-là. En droit international des réfugiés, on a aussi au niveau du droit international de la personne, on a un principe de non-refoulement. On ne peut pas renvoyer des personnes vers des pays où ces personnes risquent de courir des risques de torture, traitements inhumains ou dégradants. Si la personne risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays, que ce soit le pays d'origine ou dans le pays de transit,
là, l'État qui renvoie à ces responsabilités-là viole ses obligations internationales-là. Donc ce principe est établi, c'est un principe cardinal en droit international des réfugiés, en droit international. Par contre, le facteur faim, pauvreté, etc., ou même l'environnement qui de plus en plus pousse les individus à aller chercher ailleurs d'autres conditions climatiques plus favorables, n'est pas reconnu en droit international. On n'applique pas le principe de non-refoulement sur la base de ces motifs-là. J'ai autour de moi accès avec l'université là, à plusieurs milliers de ressources sensibles, là, chacun dans leur sujet. Ils ont tous quelque chose à raconter, puis dans lequel je peux me plonger aussi, mais à ma manière, puis en résonance, puis en écho à leur démarche. Fait que je vais garder ça dans ma petite boîte à outils, ça c'est sûr. C'était le dernier épisode de la saison Cogito. Pour voir et entendre les créations de nos artistes qui ont été inspirés par les projets de recherche de nos participants, visitez la chaîne YouTube de la chaire publique Allier et Cogito. Vous pourrez entendre l'œuvre musicale de Marie-France et voir la chorégraphie orchestrée par Karine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager et à visionner les épisodes des saisons précédentes. Rendez-vous l'année prochaine pour une autre saison de Cogito.